vous être connectés pour cette conférence qui va être très intéressante, je pense, puisque ça concerne la transformation numérique des grands groupes industriels, donc avec des spécificités particulières, bien évidemment. Et on a le plaisir d'accueillir Olivier Sélignan, que je vous laisserai vous présenter, Olivier. Donc, c'est encore un jeudi CEDOS de la chaire Digital Organization and Society de GEM. Et l'enregistrement a commencé et vous aurez aussi une version des slides en PDF que nous mettrons sur notre site. Voilà. Olivier, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je prévois donc vous parler pendant 30 minutes de ce qu'est la transformation numérique chez Michelin. Alors, pour commencer, je me présente rapidement. Donc, je travaille chez Michelin depuis 10 ans. Je me suis occupé de plusieurs sujets, comme vous pouvez voir. Maintenant, je suis en charge de la transformation de l'informatique Michelin vers plus de customer centricity et plus de service centricity. Et auparavant, j'ai été DSI d'une entreprise dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Sanofi Pasteur. Et auparavant, j'ai travaillé chez Capgemini Consulting, surtout presque exclusivement pour des entreprises industrielles. Voilà, donc j'ai vu arriver dans ma vie dans l'informatique le concept de digital, on y reviendra. Et pour expliciter de numérique ou de digital, pour expliquer c'est quoi le digital par rapport à ce qu'on a toujours appelé l'informatique. Alors, avant de rentrer dans ce sujet-là, je vais présenter rapidement Michelin, que vous connaissez tous. En un mot, Michelin, c'est une entreprise qui est leader des produits pour les voitures, les camions, les avions, les tracteurs, plein d'autres engins à roues, à deux roues également. Donc vous voyez à peu près les chiffres ici que cela représente. Et puis, très concrètement, on est aussi un leader du service. C'est une particularité. Michelin a introduit des services au tout début du XXe siècle, quand l'entreprise existait à peine et qu'elle faisait des pneus et que la mobilité commençait dans le monde. Michelin a inventé le fameux guide rouge que vous connaissez, a inventé les cartes Michelin, a inventé un concept qui s'appelait le bureau des itinéraires. Le bureau d'itinéraires, ça date de 1907. C'était un service gratuit et à l'époque, vous envoyiez à Michelin par courrier au bureau des itinéraires votre demande de voyage en disant « je souhaiterais aller de Grenoble à Brest » et par retour de courrier, on vous décrivait un chemin possible, les bonnes adresses, les bons restaurants, les meilleurs chemins, là où on pouvait réparer sa voiture. Bref, c'était le service aujourd'hui fourni par un certain nombre de plateformes digitales fait entièrement à la main et donc en 1907. Donc on a cette culture du service chez Michelin, on l'a eu depuis très longtemps, une culture du service pour accompagner le monde du pneu. On a toujours fabriqué des pneus, mais on a aussi toujours considéré qu'on avait besoin de fournir, de faciliter la mobilité des gens qui sont sur les routes. Et pour cela, voilà, on souhaite fournir des choses around tires, comme on dit. On a trois grands domaines. On fait les pneus eux-mêmes, on a les choses around tires, et puis on a des lignes d'activité beyond tires, donc des choses qui n'ont plus rien à voir avec les pneus, j'y reviendrai. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a une culture du service. Évidemment, la culture du service, elle s'est heurtée ou elle s'est frottée au concept du digital, et je vais y revenir dès maintenant. Alors évidemment, les systèmes d'information, la transformation digitale, c'est au cœur de ce que Michelin veut faire pour les années à venir. Je ne vais pas vous parler trop longtemps de ce qu'on faisait en 1907, mais pour le futur, vous voyez ici à gauche les grands domaines d'intervention de Michelin. Donc on fait des pneus au centre du triangle. On fait autour des pneus des expériences, c'est les expériences de voyage essentiellement, les expériences d'une personne qui est en mobilité. Donc on aide les gens à vivre le mieux possible leur expérience de voyage.
Et puis, on vend des services et solutions qui sont souvent des tires as a service, où les gens n'achètent plus le produit pneu, mais ils achètent un service packagé. Donc, on vend, si je prends un exemple très simple, les compagnies aériennes aujourd'hui, on ne leur vend pas des pneus, on leur vend du service qui est un atterrissage. Donc, on vend le pneu à l'atterrissage et on assure l'ensemble du cycle de maintenance du pneu, remplacement, optimisation pour eux. Et puis, donc, en bas de la pointe, high-tech materials, là, c'est Beyond Tires, ce sont des domaines dans lesquels on va qui n'ont plus rien à voir avec le pneu, mais qui ont à voir avec nos compétences et ce à quoi on croit. Donc notamment, on est connu aujourd'hui dans les matériaux de haute technologie, parce qu'il y a beaucoup de matériaux de haute technologie dans les pneus. Et on s'est lancé récemment, vous en avez entendu parler sans doute, dans l'hydrogène, qui est de la haute technologie et qui a à voir avec la mobilité. On s'est lancé également dans l'impression 3D métal, là aussi parce qu'on avait un savoir-faire à usage des pneus qu'on essaye de vendre, de développer pour développer de nouvelles lignes de business. Et puis tout ça chez Michelin, c'est très équilibré par un triangle chez nous, les 3 P de Profit, People, Planet. Chez Michelin, on ne fait pas beaucoup de greenwashing, on ne fait pas beaucoup non plus de communication corporate fictive sur le fait qu'on croit aux personnes. On est vraiment en permanence en train de chercher le meilleur équilibre entre le développement et la vie heureuse des gens qui travaillent chez nous, les profits qu'on génère et le fait qu'on réduise notre empreinte et qu'on aide la planète à réduire son empreinte carbone et la pollution en général. Donc cette logique-là, elle est très simple et très claire, j'espère, et évidemment, elle accélère jour après jour. Aujourd'hui même, d'ailleurs, Michelin a présenté sa vision ses intentions pour les années jusqu'à 2030. Voilà, et ça concrétise ce que je vous présente là. Et évidemment, quand on regarde à droite ce que ça veut dire en termes de compétences et de capacités pour le faire, bien, on voit qu'il y a des compétences de customer centricity qui doivent exister. Une compétence à Michelin, c'est une compétence sur la gestion des ressources humaines. Mais il y a des compétences qui touchent de beaucoup plus près au monde digital. Agile Michelin, c'est l'expansion dans l'ensemble de Michelin des méthodes agiles qui ont été introduites pour l'essentiel au titre des projets informatiques. Accélération d'innovation, l'informatique est au cœur. On a explicitement l'intention de devenir une data-driven company, donc d'être une entreprise qui produit, processe, exploite et éventuellement vend des données, les données cœur de son métier, les données à la fois du pneu et des données de mobilité. Et tout ça donc avec une intention des pratiques et des compétences sur la gestion de l'environnement. Donc voilà pour Michelin et l'esprit général dans lequel on se situe. Alors, un petit zoom sur l'informatique. L'informatique Michelin, Michelin c'est 100 000 employés, 110 000 employés. L'informatique Michelin, c'est en gros 1200 employés internes, 2000 et quelques prestataires qui travaillent pour nous, donc plus de 3000 personnes qui font de l'informatique chez Michelin. C'est 65 000 PC, c'est tous les employés qui sont des utilisateurs et qui ont un compte. Ce sont des 8000 serveurs, virtual machines, c'est 18 000 équipements réseau, etc. Donc c'est une grosse mécanique aussi, côté informatique comme côté business. C'est la réalité d'une entreprise. Quand on fait plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qu'on a plus de 100 000 employés, forcément, on est une grosse machine. Donc voilà le contexte Michelin. Et maintenant, je voudrais partager avec vous des réflexions sur le digital et notamment sur, je vais dire digital plutôt que numérique, même si j'en suis désolé, mais ça m'est un tout petit peu plus naturel. Donc le digital, on se pose souvent la question, mais ça veut dire quoi digital? C'est quoi la différence entre le digital et l'IT dont on parlait, et l'informatique dont on parlait depuis toujours? Alors cette question, elle est sur la table depuis un certain temps. Beaucoup d'informaticiens ont vu d'un mauvais œil arriver
des responsables digitaux qui voulaient refaire de l'informatique, qui au début faisaient des petites applications orientées clients, et puis qui assez vite sont rentrés en concurrence avec eux. Donc c'est vrai qu'on a eu ce débat, et je voudrais essayer de clarifier ce débat, et juste pour être très transparent avec vous tous, ce débat il a eu lieu chez Michelin, puisqu'il y a 5 ans, il y a une direction digitale qui a été créée en complément de la direction informatique, et que c'est depuis 1 mois seulement que les deux ont refusionné dans une direction qui s'appelle maintenant Direction, c'est le logo que vous voyez derrière moi, DCTI, en français, Direction Corporate. Le T est pour Transformation Digitale et le I pour Information Systems. Donc on a chez Michelin refusionné ces activités, on les a remises sous une même responsabilité. Cependant, il y a quand même une vérité, enfin, l'émergence du concept de digital veut dire quelque chose. Et pour moi, ça va avec le digital en soi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais la transformation, oups là, pardon, je reviens un peu en arrière. La transformation digitale, c'est la transformation de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et une transformation qui est tirée par les technologies et tirée par les clients pour lesquels ces technologies ont été inventées. Aujourd'hui, la transformation digitale, fondamentalement, elle s'appuie sur les smartphones ou les tablettes, produit qui a été inventé pour les consommateurs que nous sommes tous. Et donc la transformation digitale, on sait ce que ça veut dire. La transformation digitale, c'est vraiment la transformation de la façon dont on gère nos activités, dont on gère l'interaction avec le monde extérieur, le tout s'appuyant sur un certain nombre de technologies qu'on connaît tous. Alors ensuite, l'expérience montre que pour que la transformation digitale marche, il y a un certain nombre d'attributs qui sont listés ici, hein, il y en a 6, des attributs qu'on a pu constater année après année. Le premier, c'est que la transformation des chaînes de valeur, elle est toujours tirée par les clients. Donc elle s'appuie sur une bonne écoute des clients, et ensuite elle vient des clients, on va le voir. Ensuite, dans un monde digital, il y a moins d'assets matériels, donc comme on le sait, les premiers arrivés, winner takes all, les premiers arrivés sont susceptibles de gagner la partie, et donc il faut aller vite, car si on va lentement, on n'arrive pas, on est perdant dans l'affaire. Une troisième caractéristique, c'est que dans le monde digital, aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire qu'en général, on est obligé de s'appuyer sur des écosystèmes. On ne fait pas du digital tout seul. On s'appuie sur les big players, les grandes boîtes de l'industrie, que ce soit des grands fournisseurs de logiciels, des grands fournisseurs de services. On va s'appuyer sur Facebook, on va s'appuyer sur Google, on va s'appuyer sur Microsoft, on va s'appuyer sur des gros joueurs, des gros joueurs, des big players. On va aussi s'appuyer sur de l'open source, sur des briques existantes, disponibles. Et tout l'art sera de bien trouver le bon usage de cet écosystème et d'en tirer le meilleur parti. Une quatrième caractéristique, c'est qu'on fait de l'architecture continue en transformation digitale parce que les choses évoluent vite, on commence petit puis gros, et donc le concept habituel de je définis une très belle architecture et puis ensuite je déploie pendant des années sur la base d'une belle architecture que j'ai conçue, ben ça ne marche pas dans ce monde-là. On doit être prêt mentalement à adapter en permanence ces architectures. Donc c'est de l'architecture, c'est pas tout coulé dans du béton pour les 30 ans à venir, c'est flexible par nature et c'est susceptible d'évoluer. Le cinquième point, c'est que dans ce monde-là où les choses bougent vite, on doit apprendre et savoir échouer et échouer rapidement si possible pour pouvoir rebondir et repartir. Et puis le dernier point, je mentionne parce que il est important à mes yeux, on pense souvent que le digital, c'est développer une app sur un téléphone, c'est un petit projet et 2 personnes dans un garage vont le faire. Alors, c'est vrai que développer une app tout seul, on peut le faire tout seul. C'est pas beaucoup de moyens. En revanche, réussir dans le monde digital, ça veut dire miser gros. Ça veut dire miser gros. On peut en parler chez Michelin, d'expérience chez Michelin, parce que on a notre passé chez Michelin de cartographie, voilà, les fameuses cartes Michelin et les guides Michelin.
Et quand ce monde est arrivé, on était assez serein. On pensait qu'on avait beaucoup d'atouts puisqu'on maîtrisait les cartes. Également dans les restaurants, on maîtrisait les restaurants, donc les systèmes de réservation, etc. On pensait qu'on était très bien placé. Le seul problème, c'est qu'on a eu face à nous des investisseurs, des gens qui ont considéré que cette activité-là était une activité majeure, centrale, et qui ont investi des millions, des centaines de millions, des milliards, au bout du compte, alors que nous, c'était une activité marginale, c'était une activité de support, donc qui restait assez petite, et à laquelle on donnait des petits moyens pour essayer de faire des petites choses bien. Et ils ont fait des petites choses bien, mais ils se sont fait, dans un certain nombre de cas, nous sommes fait laminer par ceux qui avaient investi massivement dans ces domaines-là. Donc aujourd'hui, je peux vous recommander d'utiliser Via Michelin comme outil d'aide à la navigation. Ça marche à peu près, ceci dit, c'est clair que ça s'est fait doubler par Waze, typiquement. De même que notre guide Michelin, Michelin Restaurant en ligne, s'est fait doubler par TripAdvisor ou par Booking, qui ont mis des moyens juste considérables. Et avec lesquels aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, on est obligé de faire des alliances. Aujourd'hui, voilà. Les restaurants du guide Michelin sont référencés à l'intérieur de TripAdvisor parce que la puissance de la plateforme TripAdvisor fait que c'est plus efficace pour nous de nous y greffer que de continuer à essayer de concurrencer TripAdvisor. Donc voilà un certain nombre d'enseignements qu'on tire de ce qu'est la transformation digitale et qui pour moi sont des fondamentaux à bien avoir en tête quand on a envie de se lancer. Alors maintenant qu'on voit ce que c'est que la transformation digitale, comment ça se positionne par rapport à l'informatique, entre guillemets, traditionnelle, je vais illustrer cela avec le schéma que vous voyez ici. Je vais prendre une pyramide. Alors, fondamentalement, c'est dans l'esprit de la pyramide de Maslow, en plus moderne, la belle pyramide du Louvre. On va voir les différentes couches successives de la base jusqu'à ce qui se fait de plus proche du paradis digital. Alors, couche basse, et typiquement, c'est ce que fournit l'informatique. Il y a le Digital Workplace. On fournit, dans une entreprise, on doit fournir les outils qui permettent à chacun de travailler dans tous ces domaines. C'est la collaboration, c'est les outils à distance, mais c'est tous les outils de base qui permettent de faire tourner la baraque, d'assurer le transactionnel et de faire vivre l'entreprise. Ça, évidemment, c'est le métier historique de l'informatique. Et voilà, on voit que dans un certain nombre de domaines, le Covid a, comme on sait tous, accéléré ce qui se passait. Ensuite, la couche supérieure, c'est l'optimisation des process. Et là, on commence à optimiser la chaîne de valeur. C'est le rôle de l'informatique aussi, depuis toujours, que d'optimiser les process. Et aujourd'hui, on s'attend à ce qu'on aille de plus en plus loin, et on s'attend notamment à ce que l'IT dispose d'un centre d'excellence en intelligence artificielle pour aider l'optimisation des tournées de livraison des pneus. Ça fait partie des compétences qu'on se doit d'avoir et qui s'appuient sur les technologies les plus modernes, mais qui restent dans le monde traditionnel, dans le périmètre de ce qu'on a toujours appelé l'informatique. Et puis si on remonte la pyramide, voilà, on commence à renverser la chaîne de valeur, et là, on part de ce que chez Michelin, M. Yves Cazot, qui est notre Chief Digital Information Officer, dit souvent, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où le marché est fait de conversations. Et donc la conversation, c'est une conversation entre l'entreprise et ses clients. Et la relation avec le client, la capacité qu'on a à agir pour le client, en écoutant le client et en travaillant main dans la main avec lui, et c'est une capacité qui devient de plus en plus grande et qui est de type digital, au sens où ce n'est plus l'entreprise qui produit son système, mais c'est l'entreprise qui est tirée à travers des outils informatiques par les clients. Et parfois qui amène jusqu'à co-développer avec les clients un certain nombre de contenus et à s'attendre à ce que les clients participent au système d'information. Et puis, si on remonte encore d'un cran, on finit par casser la chaîne de valeur et on arrive à un stade où c'est le client qui lui-même est l'architecte de son expérience, et le client va notamment assembler des services qui lui sont proposés par plein d'entreprises.
Et là, l'entreprise, comme Michelin, doit fournir ses API, doit fournir l'accès à ces systèmes, l'accès à ces données à des clients qui eux-mêmes vont construire des capacités à partir de celles qu'on lui propose en tant que fournisseur. Et puis le dernier étage, c'est celui qu'on a tous en tête, ce sont les nouveaux modèles de business où on réinvente complètement la chaîne de valeur et où le produit devient le digital, ou que ce soit l'animation d'une communauté, ou les données elles-mêmes, où les expériences digitales deviennent le produit qu'on vend. Je vais prendre un exemple sur le produit digital à base de données. Chez Michelin, aujourd'hui, on commence à vendre aux constructeurs automobiles nos modèles numériques de simulation de pneus. Ce sont et toutes les données sur les pneus qu'on utilise nous pour développer nos pneus, les constructeurs en ont besoin, eux, quand ils développent un nouveau véhicule, pour faire la simulation complète du véhicule, y compris les propriétés du pneu. Donc on intègre le jumeau numérique du pneu dans le jumeau numérique de la voiture. Donc ça, et typiquement, ce sont des produits que nous vendons à nos clients constructeurs automobiles. Donc on est loin de maintenant on ne vend plus du pneu, on vend le modèle numérique du pneu. Et ça a une grande valeur pour le constructeur automobile ou aéronautique. Donc voilà l'échelle sur laquelle on se situe. Alors les deux, encore une fois, les deux pavés bas illustrés à droite en vert sont le périmètre traditionnel de l'informatique. Les trois pavés la partie haute de la pyramide, les trois bandes du haut, sont plus ce qu'on appelle le digital. Et on voit que évidemment c'est construit l'un sur l'autre. Et je vais y revenir en illustrant pourquoi ces expériences digitales le plus souvent prennent leurs racines, quand on est une entreprise industrielle, prennent leurs racines dans les process de base de l'entreprise. Et je peux illustrer ça avec un exemple. Voilà, c'est un exemple d'un petit service qu'on fournit aujourd'hui. Et on a souvent l'image que le service digital qu'on fournit, l'outil digital, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est une autre image de la pyramide. Le petit service digital qui est la cerise sur le gâteau. L'intérêt de la représentation de la formule, c'est de comprendre que la cerise sur le gâteau n'existe que si le gâteau existe. Voilà. Sinon, ça s'appelle une cerise. Mais une cerise sur le gâteau, c'est ce qui améliore le gâteau et qui n'existe que parce qu'il y a un gâteau de bonne qualité. Et la cerise, c'est ce qui fait à la fin le bonheur des clients, mais encore une fois, qui ne peut pas exister sans les bases industrielles, logistiques, de R&D, etc., d'une entreprise comme les Michelin. Et les bases commerciales également. Alors l'exemple que je vais partager avec vous, c'est un exemple très simple, je pense, à comprendre. Et c'est l'exemple d'un service qu'on fournit à la communauté des chauffeurs routiers. Ça part d'une compréhension de ce qu'est la vie des chauffeurs routiers. Et la vie des chauffeurs routiers est une vie difficile. Vous avez ici quelques attributs qui sont mentionnés de cette difficulté. C'est un métier de stress, c'est un métier de contrainte, où le chauffeur doit respecter ses délais de livraison, mais il a des aléas, mais il a des contraintes de trafic, mais il a des obligations de ne pas rouler à certaines heures, mais il ne doit pas rouler plus de temps d'heures d'affilée. C'est un métier difficile au niveau de la santé, c'est un métier difficile au niveau de la sécurité. Le chauffeur est isolé parfois et se sent en insécurité souvent. Et puis c'est un métier solitaire, difficile, où on est toujours sur la route, forcément. Et ceci est vrai dans tous les pays du monde et tous les pays d'Europe. Donc, partant de cette bonne connaissance, alors chez Michelin, on connaît les chauffeurs routiers parce que on vend des pneus à des entreprises de chauffeurs routiers. Donc, c'est des gens qui ne sont pas nos clients directs, les chauffeurs routiers, mais on sait qu'ils existent, on connaît bien leur mode de vie et on sait qu'ils ont des difficultés. Et c'est sur ces bases-là qu'on a inventé une application qui s'appelle Truckfly. Alors, Truckfly, c'est une plateforme très simple. C'est une plateforme qui met en relation les chauffeurs routiers à travers l'Europe, une application européenne, avec les points of interest, donc tous les fournisseurs de services pour les chauffeurs routiers.
Donc, les chauffeurs routiers sont les utilisateurs de l'application. C'est une communauté qui cherche voilà, à se faciliter la vie. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les fournisseurs de services, que ce soit des restaurants, voilà, ou des parkings, des stations-service, des stations de lavage, des garages, des points de livraison, des gros entrepôts intermédiaires ou des sociétés de transport. Et donc, ce qui est à noter, c'est que les gens qui sont sur la droite, ce sont les gens, un certain nombre d'entre eux, qui sont clients de Michelin. Les stations-service ou les garages sont des clients de Michelin. Les sociétés de transport sont des clients de Michelin. Les restaurants ne sont pas des clients de Michelin et les stations-service, à peine. Et les stations de lavage, pas du tout. Donc ici, vous avez une communauté de camionneurs qui sont indirectement les clients de Michelin et une communauté de fournisseurs de services qui sont pour une bonne part des clients traditionnels de Michelin. Et donc cette application, vous imaginez bien comment elle peut fonctionner. C'est une application de gestion de communauté. Le chauffeur peut réserver des restaurants, ils peuvent partager leurs avis sur les restaurants ou sur les parkings, etc. Ils peuvent se créer des forums entre eux. Bref, c'est une application de communauté pour ces gens-là, pour leur faciliter la vie. Alors, quand on dit qu'il faut voir grand, aujourd'hui, on a déjà 60 000 établissements, 60 000 points of interest référencés, donc qui ont adhéré à la plateforme. Pour obtenir 60 000 établissements référencés, ça ne se fait pas en une journée, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec une force commerciale, avec une force de prospection, une force de conviction. Donc ça prend de l'énergie et donc de l'argent, rien que de constituer cette communauté-là et de l'agréger dans cette plateforme Truckfly. Donc là, on voit un exemple, une petite application techniquement qu'on peut imaginer assez simple, mais derrière un gros travail de prospection et de montée en puissance et de déploiement d'une telle plateforme, sachant qu'en plus, on a commencé en France et très vite, on est passé à l'échelle européenne, parce que les chauffeurs routiers, souvent, voyagent. Bon, il y a tous les chauffeurs qui traversent l'Europe qui sont concernés directement. Donc, c'est voilà, une application typiquement qui est dans l'écosystème Michelin, qui est typiquement dans la couche haute de la pyramide que vous voyez tout à l'heure. Alors, la question intéressante, et je vais conclure ma présentation là-dessus, c'est finalement pourquoi est-ce qu'une telle application se développe mieux ou moins bien dans une entreprise comme Michelin? Est-ce que ça ne pourrait pas être une start-up qui vit sa vie toute seule? Alors évidemment, récemment, on a fait avec cette entreprise, cette entité, un exercice sur un SWOT pour comprendre quels étaient les points qui allaient bien, les points de faiblesse ou de soucis qu'il pouvait avoir. Alors évidemment, cette entité a bénéficié de la puissance de feu de Michelin. Elle a bénéficié de notre connaissance d'un certain nombre des acteurs, donc de notre image aussi. Et puis on lui a donné des moyens pour se développer, des relativement petits moyens à l'échelle de Michelin pour se financer. Donc ça leur élimine une partie des soucis des startups qui est de trouver des financements en permanence. Mais de l'autre côté, dans les faiblesses identifiées, il y en a une qui a été mentionnée, qui est la faiblesse, c'est de faire partie de Michelin. Et pourquoi cette affirmation? Parce que quand on fait partie de Michelin, il y a aussi des contraintes. Je vais donner un exemple très simple. Chez Michelin, on ne joue pas avec la sécurité des données. On est d'une rigueur extrême parce que quand on s'appelle Michelin, on n'a pas le droit de jouer sur ce sujet-là. Les startups dans le monde digital, souvent, elles sont prêtes à jouer plus que nous. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est que très vite, quand il s'agit de facturer les points de vente, il y a tout un système de facturation à faire, système commercial traditionnel avec tous les points de vente qui adhèrent à la plateforme et qui ont facturé un certain nombre des services. Eh bien, ces gens-là sont des clients de Michelin par ailleurs. Donc, il faut qu'on assure l'intégration de la facturation avec la facturation des autres services Michelin. En termes de projet informatique, en termes de projet de système, ça veut dire du travail, un travail non négligeable d'interconnexion, de se caler dans les règles Michelin, dans un ensemble de contraintes, de règles, parce que chez nous, on gère une hiérarchie, je sais pas quoi, les entreprises, les entreprises qui sont en réseau, elles sont gérées dans un système commercial d'une certaine façon. Il faut respecter cette façon de faire parce que c'est comme ça que c'est designé au départ chez Michelin et que c'est comme ça que c'est utilisé pour vendre
pour faire en Europe 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on ne va pas transformer ça pour cette application. Donc, cette application va devoir se caler sur des usages, des standards, des méthodes de la grande entreprise Michelin. Et parfois, ça va la gêner aux entournures. Donc, d'un côté, évidemment, elle bénéficie d'une certaine puissance de feu Michelin, mais de l'autre côté, elle doit faire avec Michelin, et Michelin essaye d'alléger ses contraintes, d'alléger ses procédures, de faire preuve de flexibilité. Mais quoi qu'il arrive, quand on atteint la taille qu'on a et l'image qu'on a, eh bien, on a un certain nombre de règles avec lesquelles on ne peut pas ou on refuse de transiger. Et c'est vrai que c'est parfois un frein au développement d'une telle entreprise. Alors, voilà donc ce que je voulais partager avec vous, des considérations générales sur le digital, un exemple très concret de ce qui se passe chez Michelin. Et puis, je voulais conclure avec quelques règles d'or sur le digital. Alors, la première, c'est que je reviens sur ce que je disais en introduction. Voilà. Réussir la transformation digitale, ça veut dire respecter des basiques qui sont là. Je les répète parce qu'ils sont importants. Ça veut dire partir des clients, être tiré par les clients, premièrement. Deuxièmement, savoir aller vite. Troisièmement, ne pas vouloir tout réinventer, mais s'appuyer sur les écosystèmes. Être prêt à faire évoluer en permanence les architectures. Cinquième point, être prêt à échouer vite et à rebondir et repartir. Et enfin, être prêt à investir beaucoup quand il le faut. Alors ça, c'est l'expérience acquise. Maintenant, je voudrais compléter avec une autre règle. Beaucoup de gens dans le monde digital disent que le succès dans le monde digital, c'est 95% un état d'esprit et des personnes, etc., et 5% seulement de la technologie. C'est vrai que quand on regarde les éléments qui sont au-dessus, ces éléments qui sont au-dessus sont beaucoup de l'état d'esprit. L'état d'esprit orienté client, la vitesse, être ouvert sur l'extérieur, etc. Savoir rebondir, hein, prendre des risques, tout ça, c'est du mindset. Et en premier abord, c'est pas de la techno. En revanche, et je trouve que c'est juste une pirouette intéressante, l'échec dans le monde du digital, il est à 95% fait de technologie et de process. Donc oui, le succès, il est fait avec l'état d'esprit, mais si on n'a pas les basiques des systèmes d'information, les basiques de fiabilité, les systèmes digitaux, presque toujours, ils tournent en 24/7. Très souvent, si on est indisponible, on perd ses clients. Donc le cœur de la bonne vieille informatique qui fournit des processus fiables, qui sait faire du scale-up, qui sait faire de la sauvegarde, de la continuité de service, sont une fondation, et on revient à la pyramide de tout à l'heure, c'est une fondation indispensable pour réussir dans le digital. Voilà, ça ne suffit pas, c'est pas ça qui fait le succès, mais si on l'a pas, l'échec est lui aussi garanti. Encore une fois, on peut pas faire la cerise sur le gâteau si on n'a pas le gâteau. Merci Voilà. Monsieur Sélignan pour votre présentation que je pense que tout le monde a trouvé très complète. Pour rebondir sur ce que vous disiez du coup en fin de présentation, notamment sur l'investissement de big money, comme vous l'avez dit, d'un certain nombre d'investissements importants à faire. Compte tenu du fait que, par exemple, la taille gigantesque de Michelin, alors j'avais quelques chiffres et quelques en tête, notamment 15 000 réunions Teams par jour, 57 000 incidents, 27 000 demandes de réparation par mois. Comment s'organise Michelin, donc notamment Michelin IT, pour réussir à couvrir toutes ces demandes et gérer cette infrastructure informatique gigantesque? Alors, une infrastructure gigantesque, ça marche quand on respecte beaucoup de règles et beaucoup de rigueur, on va dire. Alors, beaucoup d'investissement aussi, parce que une évidence, on va dire, quelque chose qui saute aux yeux de plus en plus chaque jour, c'est qu'une informatique fiable à grande échelle, c'est une informatique moderne. Alors, c'est évident, quand on est une petite start-up dans le digital, par définition, on est moderne,
quand on est Michelin, nous chez Michelin, on a encore des mainframes qui datent du siècle dernier, enfin peut-être pas le serveur, mais la technologie en tout cas, date du siècle dernier. On a même des applications VAX qui, pour ceux qui, voilà, toute Oula, personne de c'est moins de vieux. 50 ans, je pense, n'a jamais entendu parler de ça. En effet. Peut-être même de moins de 60, qui ont survécu parce qu'il y avait une application qui marchait bien, qu'elle est restée là. Donc, il faut faire un effort permanent pour moderniser, parce que pour que ça marche bien, il faut avoir des technologies qui marchent, qui sont fiables, donc qui sont modernes. Donc ça, c'est première condition. Donc, pas se laisser déborder par l'obsolescence qui arrive de toutes parts, qui arrive naturellement, puis qui arrive comme un rouleau compresseur, hein, qui, année après année, vous lamine. C'est un exercice, c'est un marathon. Enfin, c'est même pas un marathon, c'est une comment on dit, life sentence. On prend la perpétuité là, pour ce qui est Expérience de de vie, oui. l'obsolescence. Parce que voilà, par définition, c'est forever, voilà, pour toujours. On doit gérer l'obsolescence. Et donc ça, c'est une première base. La deuxième base, c'est d'appliquer les process. Hein, alors nous, sur les bases utiles, c'est d'avoir un système de gestion. On a notre service now, on a nos process qu'on a grandement développés depuis 2016-2017. Et on gère nos incidents. On a des équipes chargées des incidents. On fait de l'analyse systématique de problèmes. On fait des infrastructures résilientes et des applications résilientes, etc., etc. Donc là, on a beaucoup appris aussi des grands acteurs du monde des pure players digitaux, parce que les pure players digitaux, eux aussi, ils ont des exigences de continuité de service absolues et à des échelles considérables et parfois avec des scale-up juste hallucinants. Enfin, on l'a vu quand M. Microsoft peut multiplier la puissance de Teams d'un facteur 3 en 3 jours, aux alentours du 15 mars, il y a un an environ. Voilà, c'est du scale-up que ces gens-là savent faire, et donc ils ont des méthodes, ils ont des approches. Là, il y a le fameux SRE, Site Reliability Engineering, qui a été formalisé par Google, sur lequel on s'appuie. Donc on a la mécanique aujourd'hui pour ça. Chez Michelin, on se dit, on a fait des gros progrès, on a divisé les nombres d'incidents graves d'un facteur 3 dans les 4 dernières années, etc. Parce qu'on a modernisé, parce qu'on a continuellement apporté cette rigueur dans les process. Ensuite, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que cette rigueur soit au détriment de l'agilité. C'est tout l'équilibre à trouver. Ceci dit, quand vous avez des plateformes fiables dont vous vous servez, qui sont utilisées par beaucoup de gens, eh bien, vous avez l'agilité, parce que l'agilité, de plus en plus, c'est de l'agrégation de plateformes. Donc, si votre infrastructure est bonne, si vos plateformes sont bonnes, alors vous combinez la robustesse et l'agilité. Mais est-ce que vous n'avez pas peur du coup de la saturation toujours plus rapide des serveurs et du système d'information? Parce que ça, c'est quand même quelque chose que beaucoup d'entreprises, même certains géants du numérique, craignent. C'est la saturation de plus en plus rapide de serveurs, le fait que leur entreprise doit investir constamment. Oui. Alors, nous n'avons pas, hélas, les rythmes de croissance des géants du numérique. C'est vrai que je reviens sur le big money et sur les écosystèmes ou les big players. On n'aura jamais chez nous à gérer les serveurs, les 7500, 8000 virtual machines qu'on gère. Monsieur Google, ça le fait, je pense, sourire comme volume. Donc on reste, j'allais dire que le monde a développé des outils d'une extrême puissance pour gérer ces géants. On en tire les bénéfices, je dirais nous, à notre échelle, qui reste une échelle modeste. Je vais prendre un exemple simple dans le monde de la virtualisation, par exemple, Virtual Machines. Aujourd'hui, il y a des outils pour assurer du transfert d'une application d'un cloud à un autre, avec une continuité de service totale, sans que même on s'en rende compte et sans même qu'on ait besoin de l'ingénierer, c'est-à-dire que ça se fait, c'est fourni c'est built-in. Donc ça, c'est des capacités qui nous viennent du monde des énormes et dont on peut se servir. Et je vais prendre, alors, à plus petite échelle, un exemple qui me parlera sans doute à tout le monde. Je reviens sur le monde de la cartographie et du voyage. Aujourd'hui,
quand vous avez un système de gestion de voyage, au cœur du système, il y a la gestion des adresses. Je vais 26 rue de la 12 chemin du Four à Pain à tel endroit, il faut que cette adresse soit connue. Et puis la gestion des points of interest, que ce soit les commerces, etc. Quand on dit, tiens, je cherche le fleuriste, ça sache le trouver. Cette activité-là, aujourd'hui, nécessite des moyens énormes. Voilà, on ne se rend sans doute pas compte, mais quand vous devez gérer l'ensemble des commerces et des adresses à l'échelle du monde et de façon fiable et à jour en permanence, c'est un travail considérable. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se sont positionnés là-dessus. Et ensuite, quand vous arrivez derrière, nous, Michelin, la seule solution qu'on a, c'est d'acheter leurs services, d'acheter leur brique de service et de l'intégrer dans nos systèmes parce qu'on est juste incapable de suivre, tout simplement. Donc, voilà, encore une fois, on se sert aussi de la puissance de feu de certains acteurs pour aller utiliser leurs services, qui sont des services qui nécessitent des moyens considérables. Du coup, on va passer notamment aux questions du public, de ceux qui nous regardent, notamment une question de M. Gascon-Philippe. Il vous dit que vous nous avez parlé de vente de modèles jumeaux numériques de vos pneus pour les constructeurs automobiles. N'y a-t-il pas un risque d'espionnage industriel de la part de vos concurrents? Alors, Michelin est une entreprise plus sensible à ce sujet qu'aucune autre, je pense. On a une réputation en matière de secret industriel, et c'est une réputation qui n'est pas usurpée. Donc on est d'une sensibilité extrême à ce sujet, et donc si on fournit des modèles numériques de nos pneus aux constructeurs, on le fait avec toutes les garanties que nos concurrents ne vont pas aller on le vend comme un avantage concurrentiel qu'on vend aux constructeurs automobiles. On ne va pas. Un constructeur automobile qui nous trahirait là-dessus serait juste, voilà, ça relèverait de la faute lourde, ou pire que de la faute lourde. Donc on est dans un écosystème. Donc dans un écosystème, on s'échange des données. Et ensuite, on sait aussi crypter chez Michelin. On a des systèmes de cryptage qui sont au sommet de enfin au sommet. Donc on investit beaucoup dans ces sujets-là. Ensuite, je pense qu'on fait tout ce qu'il faut pour se protéger des risques d'espionnage. Encore une fois, on est une entreprise qui, depuis très longtemps, a fait de ce sujet-là un sujet majeur. Parfois au détriment de la fluidité. On vient de construire, depuis quelques années maintenant, un nouveau centre de recherche-développement qui est un centre intégré tout à fait magnifique et digne de Michelin. Jusqu'à cette date-là, on avait un modèle qui ressemblait au modèle des entreprises, des hôpitaux pavillonnaires, avec des compétences qui étaient très isolées, car on avait peur de rassembler les compétences de tout ce qui rentre dans un pneu pour ces raisons-là. Et donc, il y avait juste quelques personnes qui avaient le cerveau qui intégraient les compétences des uns et des autres, des chimistes, des experts des matériaux. Aujourd'hui, ça ne marche plus. On est obligé d'avoir tout le monde ensemble et tout le monde qui travaille ensemble. Donc, c'est un équilibre permanent qu'on cherche. J'espère qu'on le trouve raisonnablement entre l'ouverture d'un côté et la protection de nos secrets de l'autre. Mais c'est un vrai sujet. En intelligence artificielle, il y a une équipe qui travaille en permanence sur ce sujet-là, à travailler sur quelles sont les données cœur qui posent souci et qu'on veut, voilà, quelle protection on donne à ces données-là, quelles sont les données qui ne posent pas de souci. Donc c'est un sujet qui est géré ô combien géré chez Michelin. Alors je rebondis, là je vois qu'il y a une question assez sur le sujet qui a été posée, notamment une question sur quel type de confidentialité vous utilisez. Est-ce que vous utilisez un calcul de confidentialité différentiel ou alors un sur l'informatique homomorphique? Moi j'avoue que je ne connais pas là-dessus, donc j'espère que moi non plus. Expliquer un petit peu là-dessus. Bon, si monsieur Florence veut bien, peut-être. Voilà, disons que sur la confidentialité, nous, on est assez basique. Chez Michelin, on sait que voilà, on a un certain nombre de composants qui rentrent dans les pneus qui sont confidentiels. Voilà, on sait que c'est les joyaux de la couronne. Voilà. Et donc ces sujets-là, ces objets-là sont traités de façon
extrême, on va dire. Voilà, et on a des niveaux de confidentialité bien connus de tous les employés. Et voilà. En fait, je peux vous mentionner juste une anecdote et puis chez Michelin dans les usines, pendant longtemps et encore aujourd'hui, je crois, quand on cuit les pneus, c'est la fin du processus de fabrication, un pneu, ça se vulcanise en se cuisant. Donc ça se cuit, il y a des températures, ainsi qu'à d'autres étapes du procédé, on doit gérer des températures. Et dans les usines, ces températures sont des degrés Michelin. C'est-à-dire que toutes les instructions sont données aux gens en degrés Michelin. Et les machines sont étalonnées en degrés Michelin. Donc forcément, il y a des gens qui connaissent l'équivalence entre les degrés Michelin et les degrés Celsius, mais c'est un tout petit nombre de personnes. Et les autres, ils ne savent pas concrètement à quelle température, les différentes températures du procédé. Voilà un exemple de la culture Michelin, de la confidentialité. Mais j'écoute Monsieur Florence. En fait, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. En fait, c'est dans les trends de Gartner, c'est l'échange d'informations cryptées entre différents intervenants, parties prenantes, sans qu'elles aient connaissance forcément dans le détail de l'information qu'elles sont en train de traiter. Oui. L'informatique homomorphique. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous étiez déjà... vous aviez déjà abordé ce genre de sujet. Alors, oui, enfin, quand on traite des différents niveaux de protection de nos données, il y a un certain nombre de cas où on ne fournit pas les données, on fournit le résultat du calcul. Donc, on fournit un résultat, mais en gardant les données pour nous. D'ailleurs, aujourd'hui, je peux prendre d'une certaine façon, je peux prendre l'exemple de nos infrastructures. Aujourd'hui, quand les données confidentielles, c'est géré toujours chez nous, sur nos serveurs, avec des personnels de notre entreprise. C'est un principe de base. Donc, par définition, ce n'est pas dans le cloud. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de faire des opérations dans le cloud, mais dans ce cas, dans le cloud, on fait faire du processing dans le cloud, mais du processing qui en soi n'a pas de valeur confidentielle et on reçoit le résultat. Donc, symétriquement, quand on a des gens dans notre écosystème qui veulent des données, si c'est trop confidentiel, ils vont nous poser la question, on leur fournira la réponse, mais ils n'auront pas le moteur, on ne leur fournira pas le moteur qui va avec. Mais c'est une question, on ne leur fournira pas le moteur qui permet de trouver la réponse. Mais c'est une question permanente pour nous, enfin, c'est un équilibre permanent à trouver. Merci. Voilà. Du coup, une autre question du public, Monsieur Vénard Christophe. Comment s'organiser au niveau entre IT, entre le legacy et les nouvelles technologies et hiérarchie? Comment passer d'un mode agile développé à une industrialisation des process? Alors, entre le legacy et les nouvelles techno, à vrai dire, on ne s'organise pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a les deux. On a des gens compétents dans les deux technologies. Ensuite, nos process, je parlais des processus de gestion, eux, c'est les mêmes. Donc, évidemment, on essaie de rationaliser. Je parlais du mainframe. On a des plans pour sortir des mainframes. Mais bon, les mainframes, on est comme les banques. Hein, les grands mainframes transactionnels construits à la fin du XXe siècle, beaucoup de banques s'en servent encore et en sortir est un vrai exercice difficile. Donc on conduit cet exercice. Donc dans quelques années, on n'aura plus les mainframes. Donc peu à peu, on essaye d'éliminer les technologies obsolètes parce que souvent elles deviennent trop chères d'ailleurs. C'est même pas une question de fiabilité. Les mainframes aujourd'hui, c'est d'une robustesse absolue. Et donc voilà, on combine, on gère ce parc, on gère nos assets. Hein. L'informatique, on gère dans une grande entreprise, quand on gère une informatique, on gère des assets, et les assets sont l'image de notre histoire. Donc ensuite, si on fait l'effort aujourd'hui chez Michelin, on fait l'effort de nettoyer les choses qui sont les plus anciennes, soit parce les compétences deviennent rares, soit parce que ça devient trop cher. Et on gère l'ensemble, et puis on gère les couches, même des legacy, ça c'est, on parlait d'API tout à l'heure, on sait très bien gérer des API entre n'importe quel type de solution et n'importe quel autre type de solution. Donc on sait modulariser notre système pour faire vivre ensemble des legacy. Alors, moi j'évite le terme legacy parce que
personne ne saurait bien ce que ça veut dire. Par définition, on est toujours le legacy de quelqu'un, hein. De même qu'on est toujours le vieux par rapport à un jeune. Voilà, donc, les nouvelles technos, je ne sais pas qui est nouveau aujourd'hui. Voilà. Les technologies de smartphone, ça date de 2007. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est déjà ancien? Voilà. Donc oui, on a différentes histoires de technologie, on les fait vivre en s'assurant qu'on reste à niveau par rapport aux résultats qu'on veut obtenir. Pour ce qui est du passage du mode agile au mode industrialisé, d'un mode agile en développement, une industrialisation des process, bah, c'est là aussi, hein, c'est un apprentissage permanent. Il y a beaucoup de théories sur le sujet, des théories sur le CI/CD, hein, des théories sur le DevOps, des théories. Donc on met la théorie en pratique. Bien, on forme les développeurs pour s'assurer que les développeurs ont une conscience des réalités des opérations qui vont suivre, ce qui n'est pas de gagner d'avance au départ, hein, parce qu'on a des développeurs qui croient qu'effectivement on développe simplement, mais la réalité des développements, c'est que derrière, quand ça passe en production à une certaine échelle, voilà, on a des choses à respecter. Donc c'est un équilibre à trouver en permanence c'est à la fois de la compétence mutuelle, il faut que les développeurs aient ces compétences-là. Puis ensuite, c'est un équilibre entre la vitesse et voilà, on se rend assez vite compte, entre la vitesse et la fiabilité, on se rend assez vite compte je dirais que l'équilibre, il se régule en fonction de l'envie d'aller vite d'un côté, et puis en général, il faut quelques incidents un peu sérieux pour qu'on se rende compte de ce qui se passe et que la maturité augmente. Je pourrais donner un exemple simple. Entre anciennes technologies, Allez-y. on a eu récemment un bug, enfin il y a récemment, il y a déjà 2-3 ans, un bug où les calendriers des gens, de beaucoup de gens dans l'entreprise, tous les noms des meetings, l'objet des meetings dans leur calendrier, peu à peu se transformait pour devenir une série de zéros. Et donc peu à peu, les calendriers restaient tels qu'ils étaient, mais les objets des meetings disparaissaient. Et ça se propageait dans tous les systèmes Outlook chez nous. Voilà. Et donc c'était assez désagréable parce que un calendrier fait de réunions sans objet, il faut reconstituer quel est l'objet des meetings, c'est pas si simple que ça. C'est pas toujours si simple. Et la cause de cet incident, c'était une API, une interface avec un très beau système extérieur en SaaS, qui avait lui-même un système de calendrier et un changement mal maîtrisé qui faisait que tous les gens qui avaient accès aux deux applications voyaient dans le système Outlook toutes leurs réunions se corrompre. Donc ça, c'est un très bel exemple de choc que quand tous les dirigeants de l'entreprise ont vu ça se produire sur leur PC, ils ont posé la question du pourquoi, on leur a expliqué le pourquoi, et suite à ça, on a durci le processus de change, le processus de mise en production d'un certain nombre d'applications qui allaient plus agile, plus vite, plus simple, avec moins de contrôle jusque-là. Mais quand on rentre dans le grand système, il y a un moment où il faut respecter un certain nombre de règles. Et plus on veut aller vite, plus on doit respecter des règles aujourd'hui. Je sais que, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on m'a dit que sur la grande plateforme d'Amazon, ils faisaient des mises en production toutes les 7 secondes. Voilà. Donc, quand on fait les mises en production toutes les 7 secondes, forcément qu'elles sont très rigoureuses. Voilà. Sinon, ça serait un désastre. Voilà. Sinon, ça serait pour vous poser une question, parce que l'heure tourne. Oui. Une question de Lefebvre Cindy. Elle vous demande, vous avez parlé de la volonté de Michelin d'être data-centrique. Comment cela se traduit-il concrètement dans l'entreprise? C'est une très bonne question. Je peux donner ça se traduit d'abord par le fait que la gestion des données fait partie des sujets du niveau exécutif de l'entreprise. Cela fait déjà des années chez Michelin que le Master Data Management, donc tout le travail qui est fait sur la définition des données, est piloté par un groupe qui comprend les dirigeants de Michelin. Donc ce n'est pas un sujet technique secondaire, c'est un sujet central, piloté au plus haut niveau de l'entreprise. Parce que être data-centric, ça veut dire être conscient que les données irriguent le système, elles irriguent à la fois les systèmes de production, elles irriguent le monde digital.
Mais ça veut dire que les données doivent être fiables, ça veut dire qu'elles doivent être structurées, qu'elles doivent être agrégables, qu'on puisse les agréger. Donc il y a tout un travail technique, depuis la fourniture des données jusqu'à leur nettoyage, leur agrégation, leur mise à disposition, qui est un travail très technique et qui est traité au plus haut niveau de l'entreprise. Donc ça veut dire ensuite, techniquement derrière ça, ça veut dire qu'on investit dans des data lakes par grand domaine, data lakes alimentés par tous nos systèmes. Ça veut dire qu'on a constitué une équipe de data management puissante et dédiée. Voilà, ça veut dire qu'ensuite on met les moyens qui nous permettent d'accompagner cette chaîne. Et encore une fois, la chaîne, elle part de la qualité des données opérationnelles que gère tout le monde, la maîtrise des métadonnées et des cohérences de données, des modèles des données, la maîtrise de l'agrégation de ces données, la maîtrise des volumes aussi, la maîtrise des historiques. Enfin, beaucoup de sujets qui sont dans le cambouis, hein, je dirais, enfin, des sujets pas très fun, et des sujets qui sont nécessaires pour arriver à ce que les données irriguent à la fois la prise de décision interne, irrigue les relations qu'on a avec nos clients et irrigue des nouveaux services qu'on invente et qui sont construits sur les données. Donc c'est à la fois une conscience, des pratiques techniques et puis une gouvernance de l'ensemble très voilà, du plus haut niveau et très rigoureuse aussi. Une question sur, du coup, du public sur l'application que vous avez développée à Michelin, à Trackfly. C'est au sujet de l'application pour les routiers, combien de personnes travaillent sur le sujet? Est-ce que cela n'aurait-il pas valu la peine de créer une nouvelle entité juridique filiale de Michelin pour avoir la force de frappe de Michelin, mais conserver ainsi la liberté d'action d'une start-up? Véro me pose une très bonne question, parce que c'est une question qu'on se pose tous les jours. On a fait chez Michelin des systèmes d'intrapreneuriat, d'Innovation Lab, pour essayer de donner des espaces de liberté et d'autonomie à des startups. Alors, on a des startups qui sont dans ce mode startup indépendante, avec des entités juridiques à part, mais souvent dans des métiers un peu plus périphériques, notamment dans les matériaux. On a une entreprise qui fait des cols, des cols de très haute performance et écologique, qui est une start-up indépendante. Le travail qu'on fait sur l'impression 3D métal, c'est une entreprise indépendante, ça c'est une joint venture. Dans le cas dont on parle là, c'est une entreprise Michelin, tout simplement parce qu'elle gère des clients Michelin. Et donc, à partir de là, ça devient compliqué. Voilà. Le choix est qu'on veut assurer, dans ce cas-là, l'intégration avec notre portefeuille de clients, notre système de facturation, etc. Et à partir de là, ça devient logique, dire que ça fasse partie de l'entité juridique Michelin. Mais c'est vrai que c'est un vrai bon débat. Et c'est un débat qu'on a aussi tous les jours. Mais la start-up, un jour, il faut quand même qu'elle se connecte dans le système. Donc, si sa raison d'être, c'est une application qui se connecte dans les systèmes de Michelin. Si c'est une cerise qu'on mange toute seule, elle peut vivre sa vie toute seule. Voilà, l'école dont je parlais, c'est un métier à part, des clients à part. Quand ça se rentre dans la pyramide, voilà, c'est le fait que ce soit limite une autre entité juridique ne changerait pas les exigences qu'on aurait de connexion au système Michelin. Dernière question, du coup, c'est avez-vous évalué la dette technique chez Michelin? Oh, on y travaille. Alors, on travaille tous les jours à évaluer la dette technique. On la mesure, que ce soit côté applicatif ou côté infrastructure. On la mesure, on la pilote. C'est assez compliqué d'ailleurs. On sait aussi qu'on a parfois des solutions très vieilles qui marchent très bien, hein, donc qui ne posent pas de soucis majeurs. Donc, je parlais d'une application, l'application sous VAX dont je parlais tout à l'heure, elle marche très bien. Donc, est-ce que c'est une dette? C'est une dette. Voilà. Que veut dire dette? Voilà. Dans l'aspect dette, il y a une connotation négative qui est qu'il faut qu'on épure la dette. Donc, il y a des cas où, oui, on travaille à épurer la dette, on l'analyse en permanence. On analyse les risques associés à cette dette, les risques que ça pose, les risques techniques, les risques de sécurité, les dérives de coûts que ça représente, et on mène en permanence des plans d'action pour voilà,
Et puis ensuite, un jour, enfin, de plus en plus, le sujet bascule parce qu'on bascule dans des solutions dites evergreen. Quand on est en mode SaaS chez Monsieur Microsoft, il n'y a plus de dette technique. Voilà, Teams, on n'a pas de dette technique sur Teams chez Michelin, euh, par définition. Et on a quand même de plus en plus d'applications. Nos systèmes RH sont sur Workday, on travaille avec Salesforce, etc., où par définition, il n'y a plus de dette technique. Parce qu'on est dans un monde d'évolution permanente et on achète des services frais, toujours frais et toujours à jour. Moi, c'est une question un peu plus personnelle que je vais vous poser parce que c'est en fin de conférence. C'est sur vos motivations et sur oui, votre motivation, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir ces responsabilités actuelles et cet engouement pour les systèmes d'information et la nouvelle technologie? Bah, aujourd'hui, je trouve que la question ne se pose même plus. Peut-être qu'il y a un certain nombre d'années, elle se posait. Mais aujourd'hui, quand même, l'informatique, enfin, je pourrais dire, c'est quand même le plus beau métier du monde. Pour une raison simple. D'abord, c'est que bon, ça mange le monde, comme on dit. Donc, ça a un périmètre croissant. Ça a une puissance croissante, d'une part. Et puis, d'autre part, ça évolue tout le temps. Donc, personnellement, je suis très heureux de travailler dans l'informatique plutôt que dans alors, tous les métiers évoluent, bien sûr, hein, mais à l'informatique, par définition, ça évolue. Même s'il y a des basiques qui restent, même s'il y a des effets de mode, il y a quand même un vent de fraîcheur naturel qu'on n'a pas dans tous les métiers dans l'entreprise. Et puis, de plus en plus, on irrigue l'ensemble de l'entreprise. On devient, même dans des boîtes industrielles, l'informatique devient le nerf de la guerre. Donc, on a un rôle à jouer important, on a des responsabilités importantes, on a un certain niveau de stress que je trouve moi plutôt agréable, que ce soit dans les projets ou dans les opérations. Et on est comme ça titillé en permanence et on est en capacité aussi de challenger l'entreprise et de la faire évoluer, y compris dans ses pratiques, y compris dans ses pratiques RH, y compris dans ses pratiques de toute nature. Donc personnellement, quand il y a des gens dans l'informatique qui quittent l'informatique pour aller dans d'autres métiers, je suis toujours surpris de leur choix, parce que je trouve que l'informatique, c'est quand même, voilà, encore plus en 2021, le métier, un grand et beau métier. Une toute dernière question, et ça c'est une question qui a été faite par Charles, notamment avec le contexte digital qui a été un peu cette demande. Vous voyez, on s'appelle par Teams, on fait des réunions Zoom, on fait les cours par Zoom, on fait les cours par Teams. Avec la crise du Covid-19, avec cette accélération de la nécessité du digital, avant, vous avez présenté le fait que le succès, c'était 95% d'humains et de mentalité, et 5% dû à la technologie et à l'échec. Comment faire donc, du coup, pour limiter les échecs dans les entreprises et comment apprendre par la technologie? Je ne suis pas sûr que je sache répondre à cette question. On est... C'est vous qui l'avez présenté, hein, ça. C'est oui. pas moi. Non, mais le succès, l'état d'esprit dans une entreprise, il dépend beaucoup de... Il y a un état d'esprit à l'échelle d'une entreprise, parfois, enfin, pas toujours, mais une entreprise comme Michelin, par exemple, ça a un état d'esprit d'entreprise, un état d'esprit de rigueur, notamment. Je pense que ce qui fait que la garantie contre l'échec, c'est la rigueur intellectuelle. C'est de pas se laisser entraîner par les trucs à la mode. Dieu sait que ça ne manque pas. C'est de savoir prendre du recul sur les événements, sur tout ce qui sort dans tous les sens. Voilà, c'est de garder recul, sérénité et rigueur d'analyse. Parce que on est submergé de propositions, d'idées, de directions, parfois brillantes, parfois fumeuses, enfin, partout dans le monde. Pour l'échec en général, c'est quand on part c'est quand on fait quelque chose de faux.
C'est quand on a raté quelque chose. Donc, la rigueur, l'exigence de réflexion, d'analyse, de collaboration, etc., c'est ce qui le dialogue entre les gens aussi, c'est la meilleure prévention contre l'échec. Alors ensuite, il faut le grain de folie aussi, où on dit on y va. Il faut le grain de folie, mais il faut aussi voilà, un grain de folie qui reste voilà, où on ne se mente pas à soi-même, il faut résister aux illusions, je dirais. On peut avoir de la folie, mais pas d'illusions. Bon, merci en tout cas pour votre présentation et pour avoir répondu aux questions du public. Je crois que s'il n'y a pas de plus de questions, en tout cas moi je n'en ai plus. Peut-être Madame Rabouy, vous en avez Oui, je vais une faire un petit mot de concernant. conclusion. J'ai bien aimé votre conclusion, hein, Olivier. Hein, un peu de folie fait du bien, mais pas d'illusion. C'est bien. Et en plus, j'étais enchantée parce que moi, quand j'étais étudiante, on travaillait sur des VAX et quand j'ai commencé ma carrière de développeuse, c'était sur VAX aussi. C'était des super ordi, franchement, super fiables. Donc, en effet, je ne sais pas pourquoi ils ont disparu ceux-là, mais ils n'ont pas réussi à faire la Ils ne révolution. sont pas toujours les meilleurs qui gagnent en technologie. Et non, voilà. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. J'avais peut-être juste une dernière question, Olivier, qui traite plus d'humain que de technologie. Mais dans une transformation numérique, il y a de l'humain toujours derrière. Comment Michelin a fait en sorte de transformer toutes ces équipes, 100 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Vous avez des ouvriers dans les usines, etc. Donc, il y a des gens qui sont facilement numérisables, on va dire, en tout cas. Alors, dans le monde des usines, la vague est en train d'arriver. Il y a un programme chez Michelin de digital manufacturing qui arrive et qui a beaucoup qui évidemment touche en gros 50 000 personnes chez Michelin sur les 110 000 sont dans le monde industriel. D'abord, ces gens-là, il faut les écouter. Je disais qu'au cœur digital, il y a écouter le client. Dans ce cas-là, l'opérateur, c'est le client. Et ça nous a permis de faire des pas où je vais donner un exemple très simple. On a un peu caricatural. On a testé comme tout le monde les HoloLens, là, la réalité augmentée, et voir comment ça pouvait aider à faire des opérations à distance, etc. On a vu les complexités de la chose aussi, la pénibilité que ça a, on a ça en permanence. Et à l'autre opposé, on a testé des montres connectées. Et les montres connectées, c'est par exemple pour les gens qui surveillent les machines, c'est des montres sur lesquelles on ramène des informations sur toutes les alertes qu'il peut y avoir sur la machine. Et il y a juste la montre qui vibre avec le numéro de la section dans laquelle il y a un incident pour que l'opérateur puisse aller voir. Donc le développement de cette solution à base de montres connectées, ça s'appuie sur une bonne compréhension de la vie de l'opérateur. Et c'est quoi qui crée son stress, c'est quoi qui crée c'est quoi sa vie. Et ça se termine par une technologie très simple, pas du tout high-tech, vraiment une montre connectée. Je reviens à la question de tout à l'heure, entre des technologies modernes, nouvelles technologies. Une montre connectée, je ne sais pas si c'est une nouvelle technologie, en tout cas c'est une technologie simple. Et en partant de la vraie vie de la personne, on peut trouver de la digitalisation qui touche son but de façon simple, efficace, non traumatique, et qui fait tout ce qu'on en espère. Donc on écoute les gens, on sensibilise aussi. Bon, on a fait des programmes. Il y a eu un grand programme de l'équipe digitale. C'était un des grands mérites de l'équipe digitale depuis 5 ans que de faire de l'awareness, faire de l'éducation à ce que c'est que le numérique, etc., pour tout le monde, pour tous les employés de Michelin. Donc, ça a permis peu à peu que la culture se développe pour tout le monde. Et voilà, donc ça, c'est un type d'action. Puis de l'autre côté, voilà, on part du terrain et on essaye de ne pas avoir d'illusions non plus et de faire des solutions qui correspondent à une vraie réalité d'usage. Merci beaucoup pour cette en réponse. Et merci beaucoup pour votre participation à cette conférence du jeudi CEDOS, Olivier. Donc voilà, vous nous enverrez vos slides édulcorés si possible. Et puis on va rester en contact de toute façon. Le GEM est de toute façon en contact avec Michelin, bien évidemment, sur plein de sujets. Donc on aura l'occasion certainement de se recroiser très prochainement. Ça marche.
Je vous remercie tous, aux participants, de vous être connectés, d'avoir écouté Olivier. La conférence a été enregistrée de toute façon et elle sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube des Jeudis chez DOS. Voilà. Parfait. Merci à vous. Merci à Jules pour cette animation et les questions. C'était très bien. Merci en tout cas. Et puis, ben voilà, la prochaine conférence ce sera le 25 mai autour de la 5G. Voilà, une conférence qui va être intéressante puisqu'on parle beaucoup de la 5G en ce moment et ça va être bien challenging. Super. Voilà. Merci à vous. Je vous remercie, Et merci, au revoir. bonne soirée. Merci, vous Merci aussi. Olivier. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, au Au revoir. revoir.